Mesdames, Messieurs, je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes sur Dash News et c'est Moi Femme, notre rendez-vous hebdomadaire. Pour cette semaine, nous avons décidé de mettre le pied à l'étrier et nous intéresser dans une Afrique en plein essor sur le sort des femmes, pas que n'importe quelle femme, ces femmes qu'on appelle généralement des veuves. Elles ont eu à perdre un époux. Et aujourd'hui, elles ont le statut de veuve. On s'intéresse justement à la question de leurs droits. Au cours de cette émission, nous allons mesurer les conséquences de la perte d'un époux, davantage analyser le poids des politiques publiques qui sont supposées protéger ces femmes. Nous disons bien supposées parce que dans le quotidien ou bien dans la pratique, c'est loin d'être le cas. On se retrouve dans une poussière de secondes et on sera en compagnie de nos invités. Voilà, vous êtes bien sur Dash News, je vous le disais, nous sommes en compagnie de Léonie Tabi. Elle est présidente de l'association des veuves de Douala 3e, c'est dans le littoral Cameroun. Bienvenue. C'est un plaisir de vous recevoir. Nous avons également le plaisir d'accueillir Sylvie Ekobé. Elle est consultante juridique, écrivaine, présidente de l'association Agir pour les droits des femmes. Dans son tout dernier livre, Dans la peau d'une femme, elle a justement abordé la question des droits des veuves. Là, on explique un peu pourquoi nous l'avons sur ce plateau, parce qu'elle est mieux placée que quiconque pour en parler. En tout cas, elle a rang d'expert sur la question. Donc, tout au long de cette émission, on va bénéficier de votre éclairage. Bienvenue. Merci, merci Adrien. Léonie Tabi, vous êtes présidente de l'association des veuves de Douala 3e. Est-ce qu'on peut revenir, avant d'aller plus loin, savoir depuis combien d'années est-ce que vous êtes veuve? Bientôt 10 ans. Mois de novembre, ça fera 10 ans. 5 novembre précisément. Comment est-ce que ça s'est passé du jour au lendemain? On perd son partenaire de vie. Comment, à côté du choc, il y a la réalité. Comment est-ce que ça s'est passé? Pour moi, par exemple, jusqu'à présent, je vis un rêve, puisque c'est moi-même qui réveillais ce jour-là mon époux pour le voyage qu'il devait effectuer, sans savoir que ça sera un voyage sans retour. Ouais. Et quand, étant déjà au travail, on m'informe qu'il est décédé. D'abord, on camouflait. Donc, c'est quand l'enfant me dit que, bon, on dit que papa a fait un accident. C'est sur les lieux que j'ai réalisé que c'était vrai. Et sans vous mentir, jusqu'à présent, je vis un rêve, puisque il venait de prendre sa retraite, il passait des moments au village pour ses affaires politiques et pour la finalisation des constructions. Et de temps en temps, il venait, on était en contact. Je suis toujours là comme s'il était parti quelque part, il va revenir. En fait, on ne se remet pas. C'est un vide qu'on ne peut pas combler. Parce que jusqu'à présent, il m'arrive des moments où, comme la tombe est devant la maison, je pars, je toque comme si je toquais sur la porte, j'appelle. Est-ce que tu me vois même? Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu restes si silencieux? Mais j'entends souvent que les gens qui sont morts, par esprit, reviennent pour dire des choses. Pourquoi toi, tu restes silencieux? Jusque-là, rien. Et ces moments-là, c'est lorsque vous êtes triste, lorsque vous n'en pouvez plus, oui. Le poids du quotidien. Oui. Surtout quand il arrive que ceux sur qui vous comptez ne tournent le dos. Voilà. Et pourtant, vous deviennent comme s'ils étaient vos adversaires et comme si vous étiez leur ennemi. Bon. Comment est-ce que vous êtes perçue en tant que veuve? Vous avez l'impression que lorsque vous abordez quelqu'un, vous avez l'impression toujours, vous êtes dans la position de quelqu'un qui va demander quelque chose, vous avez cette impression? Vous suscitez la pitié? Enfin, j'essaie de mener ma vie normale parce que d'abord, l'avantage que j'ai eu avec les formations chrétiennes me permet de cerner un certain nombre de choses.
C'est maintenant dans mon train-train quotidien, quand je m'aperçois que ici, s'il était là, je ne serais pas là en train de, soit de faire quoi que ce soit. Parce que d'abord, quand il est mort, vous voyez quelqu'un qui meurt comme ça, ayant des projets, n'a pas dit que telle chose, il y a des choses parfois, comme il aimait des surprises, qu'il ne m'avait pas dit. Donc je suis obligée de chercher comment trouver des solutions moi-même. Et vous voyez que en ce temps-là, je ne peux pas rester là à pleurnicher. Il faut que je me lève, que je fasse quelque chose. Dès que je fais ma prière, je dis, Seigneur, on dit que tu es le Dieu des veuves, que ta volonté soit faite. Guide-moi, donne-moi l'intelligence de l'Esprit Saint et sa force pour que j'arrive jusqu'au bout. Et la chance que j'ai eue est que chaque fois que j'arrive quelque part, c'est comme s'il y a les gens qui m'attendaient. Je veux donner ce témoignage aujourd'hui pour avoir les papiers qu'il fallait. On dit souvent qu'au trésor, c'est un témoignage personnel que je fais. Vous parlez déjà de la question de la succession. Oui. Ouais. Je n'ai pas eu tant de problèmes avec ma belle famille en ce qui concerne la succession. Parce qu'ils avaient fait dès le lendemain le jugement d'hérédité. Arrivé ici à Yaoundé, à Douala, puisque nous résidons à Douala, le conseiller juridique m'a dit que ça va me revenir cher s'il faut de temps en temps me déplacer pour aller à Yaoundé. Donc je cherche plutôt à faire tout ça ici puisque c'est ici qu'il restait. Et c'est ce que j'ai fait. Mais avant de le faire, j'ai dit à mon grand beau-frère, qui est comme leur papa, oui, que je lui ai donné les raisons. Il a dit que ce n'est pas un problème. Avec les membres de la famille qu'il y a là-bas à Douala, fait un autre truc, le conseil de famille. Ce qui a été fait, et je suis allée au tribunal et mes enfants qui ont demandé que je sois, quoi qu'ils étaient déjà bien grands. Au moment du décès de votre époux, ils étaient déjà actifs professionnellement? Oui, certains. Certains. Je peux dire l'aîné des filles et l'aîné des garçons. Ils travaillaient déjà. Bon, quand ils mouraient, certains étaient encore en pleine scolarité. J'en ai 6. Certains étaient encore en pleine scolarisation. Et c'est là où s'est estompé tout. Il y a eu jugement d'hérédité. Est-ce que cela vous a permis de pouvoir prendre en charge vos enfants? Plus ou moins, mais on a fait avec parce que nous avions appris à nos enfants à se battre dès le bas âge. C'est cette éducation qu'on leur a inculquée. Donc même moi qui vous parle, tout ce que mon mari faisait, on le faisait à deux. S'il fallait frapper les parpaings, s'il fallait défricher, on le faisait à deux. Donc ça veut dire que vous étiez pratiquement au courant de tout ce qui se passait. Il n'y avait pas un terrain qui était méconnu. Vous étiez au courant de toutes les actions menées par votre conjoint. Comme je vous ai dit tantôt, comme il aimait des surprises, il y a certains papiers que j'ai découverts après son décès. Il fallait donc me mettre là-dessus pour chercher des voies et moyens à atteindre l'objectif, pour soit bénéficier, soit signaler qu'il n'est plus. C'est ce que j'ai essayé de faire. Bon, au niveau de la belle famille, je ne peux pas vous dire que j'ai eu une aide quelconque vraiment appropriée. Il y a bonjour. Sans plus. Oui, pas soutien. Le lendemain même, il y en a qui ont demandé les trousseaux de clés de la maison. Et tout, bon, j'en passe. Bon, ils ont réussi à vous expulser de la maison? Non. Parce que vous étiez au courant de vos droits? Non. Vous êtes catégorique parce qu'on a fait tout ensemble. Je suis allée en mariage, j'avais 16 ans. Tout ce qu'on a bâti, on l'a bâti ensemble, aux yeux, au regard et vu de tous. Donc, il est hors de question que ce qui est pour nos enfants, que quelqu'un vienne se frapper la poitrine. Et c'est ce que je veux dire à toutes les veuves. Qu'on laisse de pleurnicher. Quand le mari est parti, il est parti.
et vous devez assumer 2 responsabilités, c'est-à-dire du père et de la mère. Et voilà même notre rôle au niveau de l'association des veuves. Quand on parle de tradition, même l'Église même est une tradition, mais il y a des traditions qu'on peut accepter et d'autres qu'on ne peut pas. Donc faisons la part des choses. Voilà notre rôle au niveau, par exemple, de l'association des veuves de Douala-Troisième. Amener les femmes qui ont perdu leur époux à sortir de ce statut de victime. Voilà. Et de se reconnaître qu'elles sont d'abord des êtres humains à part entière. Elles ont les mêmes membres, le même cerveau, une tête, 4 membres, 2 bras et 2 pieds. Donc, l'homme n'a pas 2 cerveaux, ou 4 bras, ou 4 pieds, 2 troncs. Dieu n'a pas été bête en nous créant ainsi. Dans tous les cas, on va se retourner vers Sylvie Ekobé. Dans le livre, vous abordez justement la question du droit de la veuve. Et vous précisez à la page 133 de votre livre qu'à cela ne tienne, veuve de droit ou veuve de fait, toutes sont soumises, le moment venu, au rite de veuvage. Est-ce qu'il y a d'abord une différence avant qu'on aborde la question de rite de veuvage? Oui, je pense qu'il faut faire une distinction nette entre une veuve de droit, comme je l'ai dit, et une veuve de fait, parce qu'on a tendance à avoir une forme d'amalgame dans notre société. Toute personne, toute femme qui perd un compagnon ou un époux se taxe la qualité de veuve. Et pourtant, il faut d'abord définir qui est-ce qu'on peut appeler veuve, qui peut être désignée veuve dans notre société. Est veuve, d'après le code civil du Cameroun, est celle-là qui a perdu son époux, celle qui était légalement mariée, dont l'acte a été célébré devant un officier d'état civil compétent qui, à la suite peut-être d'un événement, d'un cas fortuit, a perdu son mari. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas de figure, ça exclut des personnes qui vivent en concubinage, des femmes qui vivent en union de fait. Si vous vivez en union de fait et que vous perdez votre compagnon, vous n'êtes pas qualifié de veuve parce que le droit camerounais ne vous reconnaît aucune qualité, vous n'êtes pas veuve. Donc dès lors qu'on parle de ce postulat, on comprend que la personne qui est veuve, celle qui doit être désignée veuve, c'est celle dont l'acte d'état civil, l'acte de mariage a été célébré devant un officier d'état civil compétent. Ça veut dire que veuve de fait, mesdames, il faudrait bien qu'on écoute et qu'on tombe d'accord là-dessus. Veuve de fait, ça veut dire qu'au décès de l'époux, vous n'avez droit à rien. Oui. La loi ne vous reconnaît aucun pas. droit. Il faut même encore aller plus loin. Parce que bien même qu'on ait peut-être un acte d'état civil, mais si on se trouvait peut-être dans une procédure de divorce, si on n'avait pas la juridiction avait déjà rendu une décision qui avait une autorité des choses jugées, à cet instant, vous n'êtes plus qualifié de veuve. Puisqu'en fait, le divorce est venu mettre un terme à l'union que vous aviez avec votre défunt mari. Mais maintenant, si vous étiez juste en procédure de divorce ou en procédure de séparation de corps, vous êtes qualifié de veuve. Maintenant, lorsque vous êtes veuve, légalement mariée, on sait que vous avez parlé notamment des droits des veuves. Mais la réalité en Afrique, à partir des rites de veuvage, on voit une espèce de déshumanisation de ces veuves-là, de ces femmes-là, au point où on en arrive même à l'expropriation. Oui. Il faut dire que je me suis penchée sur la question des veuves, du droit des veuves, parce que ce qu'on rencontre dans notre société, c'est une abomination, c'est tellement déplorable. Vous allez voir des jeunes femmes ou bien des femmes qui ont perdu leur époux se trouver expulsées du domicile conjugal. Elles sont souvent sujettes à des rites de veuvage qui sont déshumanisantes, qui sont, je ne sais pas, rabaissantes. Et le plus souvent, même dans certaines contrées, dans certains villages dans notre pays, souvent on est obligé de pratiquer, on les oblige à pratiquer le léviara ou le sorora. Le sorora, c'est quoi? Le léviara, c'est quoi? Ça consiste pour un frère du défunt ou un cousin et autres de prendre pour femme, entre guillemets, la veuve de leur frère. Moi, je pense que c'est dégradant parce que encore aujourd'hui, on ne laisse pas cours au principe du consentement. Le consentement est un élément important dans le code civil qui permet à toute personne, lorsqu'il veut soit conclure un contrat, soit lorsqu'il veut s'engager dans une relation matrimoniale, de décider volontairement de s'y mettre. Donc, dès lors que, si on passe sur la base de la coutume, dès lors qu'on contraint une femme à prendre pour époux le frère de son mari sans son consentement, moi je pense que c'est une entorse. C'est même on appelle ça comme une condamnation vis-à-vis du droit humain, du droit fondamental même de la personne. Et on voit encore que même dans notre société, on a l'impression que les gens pensent qu'effectivement, lorsqu'on est veuve, on n'a pas droit
aux biens qui appartiennent à son mari, encore que ces droits n'appartiennent pas à votre mari, parce que dès lors qu'on se marie, si on s'est marié sous le régime de la communauté des biens, ça veut dire que les biens qui ont été faits au moment où vous étiez mariés, ces biens-là vous appartiennent. Ce qui fait quoi? Ce que j'aimerais dire au veuve aujourd'hui, c'est qu'avant d'engager même une procédure en jugement d'hérédité, il faut d'abord solliciter devant une juridiction compétente, que ce soit le tribunal de premier degré ou le tribunal de grande instance, demander la liquidation de la communauté des biens. Pourquoi la liquidation? Parce qu'il faut dire que dès lors qu'on se marie, on forme avec notre époux une forme de communauté de biens, une marque successorale. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dès lors que votre mari décède, ou bien la femme et autres, vous devez d'abord partager les biens qu'il y avait eu avec votre époux avant même d'entamer une action en jugement d'hérédité. Parce que c'est le reliquat des biens après ce partage, parce qu'on partage à part égale, c'est le reliquat de ces biens qui font partie maintenant l'objet de la succession. Ça veut dire que, voilà, ça veut dire que vous avez d'abord votre part, et puis maintenant, ce qui reste, les successibles, c'est-à-dire les enfants, les ascendants, les collatéraux sont les frères et les sœurs du défunt, ou bien les parents du défunt peuvent venir. Mais encore, il faut partir un peu plus loin en disant que lorsqu'on parle de partage de la succession du défunt, il faut dire que l'article 750 du Code civil a fait toute une répartition. Ça veut dire quoi? Dès lors qu'on a fait la liquidation de la communauté, ça veut dire que la veuve a une partie à part égale. La partie qui reste, la veuve a un droit d'usufruit sur cette partie, sur cette part qui reste. Mais également, les enfants, les descendants ont un quart de la succession. Et ainsi de suite. Ça veut dire que dès lors que vous avez des enfants, les collatéraux, les oncles, les tantes et autres n'ont absolument rien. Les descendants viennent au premier plan. Donc, c'est juste pour dire que c'est une incongruité dans notre société où dès lors qu'un défunt meurt, un époux meurt, ce sont des frères, des sœurs, qui viennent vouloir vouloir prétendre qu'ils ont des droits sur ces biens. Et pourtant, il y a des enfants, il y a la veuve qui a d'abord une partie des biens. Et le plus souvent, même lorsque le défunt est encore sur son lit d'hôpital, où on n'a même pas encore transféré pour la morgue, on a les trousseaux de clés qui sont saisis, la veuve ne peut plus rentrer dans son domicile et on va passer par une longue période de réclusion, des rituels dégradants. C'est à se demander si tout n'est pas fait. Et quand même, on n'arrive pas à déposséder la veuve, on l'accuse d'avoir tué son époux. De sorcellerie. Il faut dire qu'il y a certains qui... Voilà. Il y a certains qui vont même un peu plus loin, parce que même le domicile conjugal, certaines sont expulsées, comme elle a dit tout à l'heure, sont expulsées du domicile conjugal. Et pourtant que la loi est claire. Quand on regarde le code pénal, le nouveau code pénal de 1996, ici, qui est le nouveau code pénal, on dit que à l'article 358-1, alinéa 2, c'est que toute personne qui expulse une épouse du domicile conjugal est passible des peines privatives de liberté qui vont de 5 ans. Et des amendes, effectivement. Ça veut dire que si vous êtes dans votre domicile conjugal en tant que femme, en tant qu'épouse, comme je l'ai dit, légalement mariée, et que vous perdez votre époux, donc vous êtes veuve, personne, que ce soit le frère de votre époux, la sœur, je ne sais pas qui que ce soit, même le parent ne peut pas vous expulser du domicile conjugal. S'il le fait, vous pouvez engager des actions pour que ce dernier puisse répondre de ses méfaits. Mais je vais même encore aller plus loin, parce que l'aspect qu'on oublie souvent, c'est que dès lors qu'on est veuve, qu'on soit une jeune veuve ou une vieille veuve, c'est comme si on a l'impression dans notre société que votre vie s'arrête, en fait. Ça veut dire que vous mourrez quelque part, entre guillemets, avec votre époux. Vous n'avez plus droit, dans la société, vous n'avez plus droit à vous remarier. Et pourtant que le plus souvent, il y a certaines qui perdent leur époux très jeunes. Ce sont souvent des femmes d'une vingtaine, d'une trentaine, d'une quarantaine d'années qui peuvent encore se marier. Mais dans notre société, on a l'impression que vous ne pouvez plus vous marier, c'est comme si vous êtes condamné. Moi, je vais donc vous dire qu'à l'article 77 de l'ordonnance de 1981, qui précise que toute femme veuve peut se remarier sans le consentement de qui que ce soit. De sa belle famille. De sa belle famille. Dès lors qu'elle observe juste le délai de viduité, qui est celui de 180 jours. 180 jours, pourquoi? Parce qu'on estime que c'est la période de grossesse, en fait, pour qu'on puisse attribuer la paternité entre votre défunt époux et votre nouveau compagnon, pour qu'il n'y ait pas de confusion, en fait. Donc, ça veut dire que j'interpelle les jeunes veuves en disant que si, après avoir respecté le délai de 180 jours, si vous trouvez un prétendant, vous pouvez vous marier sans que qui que ce soit ne vienne s'opposer à votre union.
Les veuves en Afrique font généralement partie des catégories les plus pauvres, dont les plus vulnérables. L'expérience du veuvage est très différente selon qu'on est un homme ou une femme. Pourquoi, d'après les normes culturelles qui ont une prédominance dans certaines régions ou ethnies du Cameroun, on a le sentiment que l'accent est plus mis sur les femmes? Je répondrai à cette question en disant que tout part de l'écrivain sacré, c'est-à-dire c'est lui qui a écrit la Bible. C'est de là que part tout. Et à partir de là, Adam et Ève, vous connaissez l'histoire. C'est Adam qui a été à l'image du démon, c'est elle qui... Ève qui a fait en sorte que l'humanité souffre et tout et tout. Et dès cet instant, tout a été rejeté sur la femme, tout ce qui est mauvais. Et vous allez toujours constater que quand c'est bon, c'est papa, c'est le père, mon fils, ma fille. Quand c'est mauvais, c'est la maman. Oui. Donc, vous voyez donc, à partir de ce moment que la femme, et même au niveau de la tradition, reste celle-là qui n'a même pas de bouche, n'a pas de parole, elle n'a pas de droit. Et je remercie l'État camerounais et l'Église, puisqu'ils vont ensemble, parce que de nos jours, on est en train de chercher des médicaments pour soigner cette plaie. Pas seulement de la veuve, mais de la femme en général. En général. Oui. Ou de nos jours, on parle des droits de la femme. Vous vous souvenez du protocole de Maputo, où on parle déjà de la femme, qu'on parle des violences, qu'on doit arrêter les violences, que la femme peut hériter, tout comme le garçon, ainsi de suite. Donc maintenant, s'ajoute la femme veuve. Et moi, je remercie l'État camerounais, beaucoup, et l'Église qui œuvre là-dessus. Reste donc un problème, nos traditions ancestrales. C'est ça qui cause problème. Pour qu'on enlève ça dans la mémoire, d'abord des chefs traditionnels, surtout illettrés, parce que ceux qui ont été à l'école prennent les choses d'une autre Abordent la question autrement. C'est un autre angle. Mais ceux qui ont été élus chefs, sont très conservateurs. Traditionnellement, sont conservateurs. Donc, ils ne voudraient pas entendre que la femme, d'abord, la femme n'a pas la parole, il ne doit même pas rester où sont les hommes, ainsi de suite. Or, quand on part ailleurs, on trouvera que c'est le contraire. Il y a même des femmes notables dans des chefferies. Donc, je me dis que le travail reste encore... C'est un long chemin. Oui. Et il faudrait préciser que ce sont des femmes qui évoluent dans un contexte où la protection sociale et les mécanismes d'assurance sont insuffisants. Est-ce que le code de la famille qui reste attendu au Cameroun peut résoudre justement ce problème? Oui, effectivement, le code de la famille va être salutaire, salvateur pour les droits des femmes. Parce que dans le code de la famille, l'avant-projet que j'ai parcouru, je vois qu'ils adoptent, ils prennent en compte toutes les conventions et les traités internationaux qui prônent l'égalité des droits, comme elle a dit. Parce qu'il faut dire que dans notre société, puisque nous vivons dans une société patriarcale, qui ne reconnaît même pas à la femme des droits, qui ne reconnaît même pas à la femme le droit de décider de quoi que ce soit, puisque en fait ce qu'on met en avant, c'est le droit de l'homme. La femme est en arrière-plan, la femme n'a pas droit à sa personne, la femme n'a pas droit de prendre une quelconque décision dans notre contexte. C'est très difficile pour la femme d'évoluer. C'est la raison pour laquelle nous attendons effectivement que le code de la famille puisse déjà être mis à jour, qu'on puisse déjà utiliser le code de la famille, parce qu'en fait, il y a des nouvelles dispositions qui vont permettre une sorte d'égalité. C'est une incongruité en fait dans notre pays qui a ratifié des conventions et des traités internationaux, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention pour l'élimination de toutes les violences faites aux femmes, le protocole de Maputo, déjà son article 22. Moi, je pense qu'effectivement, si on a ratifié ces traités, ces accords qui prônent l'égalité des droits, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver encore dans notre société une équité véritable. Parce que vous trouvez encore qu'il y a des discriminations qui sont faites
même déjà au niveau du mariage, que ce soit au niveau de la famille. Il y a tellement de discrimination, même au niveau de la cession à certains postes de responsabilité. Vous allez voir que même dans notre Assemblée nationale, très peu de femmes sont représentées. Très peu de femmes sont représentées, même au sein des entreprises, au niveau des prises de décision. Et bien même que lorsque vous entrez dans une entreprise, il y a une certaine différenciation au niveau des salaires. Vous le percevez par le même salaire. La question de la parité, reste d'actualité au Cameroun. Nous avons le plaisir d'accueillir Armelle Cécile Nguina, elle est expert, analyste genre. Bienvenue Armelle. Merci, bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir. On parle justement du droit des femmes, notamment des veuves au Cameroun, puisque nous sommes en plein dans la célébration de la Journée internationale des veuves. Pourquoi justement faire écho sur cette catégorie de la population? Pourquoi est-ce qu'on doit mettre en lumière la réalité de ces femmes-là? Merci Adrienne de me passer la parole. Déjà, je remercie Dash Media de nous permettre de nous exprimer par rapport à ce problème qui reste très persistant au niveau de la société. Alors, pourquoi évoquer le problème des veuves? Comme l'a dit Madame tout à l'heure, la femme en général a un problème d'infériorité dans notre société qui est déjà patriarcale. Alors, si la femme en elle-même qui n'est pas encore veuve a des problèmes, combien de fois la femme qui est déjà veuve? Donc, il y a une question de vulnérabilité face à cette condition-là et la femme doit être protégée. La femme veuve, en fait, doit être protégée. Et déjà, l'État camerounais a déjà mis beaucoup de choses en marche, notamment les conventions signées les conventions internationales signées qui permettent également de protéger et de promouvoir le droit de la femme et surtout des enfants. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail à faire. On ne peut pas dire que jusqu'ici, l'État n'a rien fait, puisqu'avant, on voit quand même que la balance est en train d'évoluer petit à petit. Comme on dit, on ne peut pas faire tout en un seul jour. On évolue petit à petit, le gouvernement camerounais, en l'occurrence les départements ministériels tels que le ministère de la promotion de la femme et de la famille, qui se bat corps et âme pour que la condition et le statut social de la femme, en l'occurrence la veuve, soient reconnus. Maintenant, on parlait notamment de la question de la barrière culturelle ou du poids des cultures. On a par exemple des régions comme l'Ouest Cameroun où lorsqu'on s'imagine veuve, on voit du coup un calvaire. Est-ce qu'on peut arriver à se départir ou à humaniser ces rites de veuvage? Et pourquoi pas carrément endiguer ou bien stopper? Oui, c'est bien possible de le faire. Mais comme disait Madame la Présidente tout à l'heure, il y a encore certaines traditions qui sont tellement ancrées en profondeur, c'est-à-dire certaines traditions, certaines cultures ont du mal. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est comme ça que ça doit se passer. Par exemple, la femme n'a pas droit à la parole devant son mari. La femme, il y a encore, malheureusement, il y a encore des pratiques ainsi. Alors, avec la sensibilisation que nous faisons sur le terrain, nous pensons qu'on peut y arriver, même si ce n'est pas tout à fait ça. Au fur et à mesure, il est question de changer les mentalités, de faire comprendre à travers les sensibilisations que la femme a un rôle et joue un rôle important dans la société et a également une place importante dans la famille. Concernant donc ces traditions-là, c'est juste une question de sensibilisation et de changement de mentalité. Petit à petit, nous pensons que nous pouvons le faire. Il faut déjà la volonté de tous. Il faut accepter les campagnes de sensibilisation. Il faut également accepter le fait que la femme est très importante dans la famille. Et alors, les chefs traditionnels en eux-mêmes, les chefs traditionnels proprement dit, certains sont encore inaccessifs. D'autres, par contre, qui sont lettrés, comme l'a dit Madame la Présidente, peuvent encore essayer de comprendre. Donc, c'est un boulot, c'est vraiment un travail acharné, mais nous pensons que petit à petit, nous allons le faire. On va revenir en amont, avant d'arriver à l'étape du veuvage. Avant d'être veuve, on est jeune femme, on passe par les fiançailles et il y a cette fameuse dot. Est-ce que le problème ne part pas de là? Parce que au travers de cette dot, la femme est considérée comme un bien et dont naturellement fait partie d'un héritage laissé par son mari. D'après moi, je dirais non. Non, pourquoi? Parce que dans la tradition, la dot exprime une séparation d'abord. Vous avez une fille, c'est vous qui l'avez élevée, vous l'avez peut-être même éduquée,
maintenant qu'elle part, c'est une séparation. Une séparation d'abord pour la maman, une séparation pour le papa, pour les frères et sœurs, pour toute la famille. Et cela dépend de quel genre de personne celle-ci est pour la famille ou était dans la famille. Cela fait donc que, moi je me dis que la dot c'est comme une sorte de chuchotterie qu'on exprime pour montrer l'amour qu'on a pour sa moitié. Et cela permet que la séparation soit douce. Et chez nous, on dit que la dot ne finit pas. Et puisque la dot ne finit pas, ça ne vaut pas la peine de prendre le monde entier, puisque ce n'est pas une séparation en tant que telle. Donc, la maman sera malade, la fille reviendra encore chez ses parents et vice-versa. C'est déjà une famille par alliance, donc deux familles qui s'unissent. Donc, la dot a sa place. Ce qui est mauvais, ce sont les exagérations. Parce qu'il y en a qui en font de ça, je ne sais pas. Au moment de s'enrichir. Oui, jusqu'au moment où la fille même est excédée. Oui, elle ne sait quoi dire, quoi faire. C'est en ce temps-là que c'est mauvais. Parce qu'on chosifie l'être humain qu'est la femme et qui doit aller ailleurs. À un moment, on se retrouve en train d'acheter carrément. Voilà. Oui. Il y en a qui le disent même, tu vaux quoi, je t'ai acheté. Eh oui. Sylvie Ekobé, on va revenir là-dessus. Le temps pour nous d'aborder le coin des mamans. On va parler d'éveil, donc on va rejoindre tout naturellement Tatiana Mabougo. Et lorsqu'on revient sur ce plateau, on va comprendre pourquoi vous estimez qu'au travers d'une dot, la femme peut être considérée comme une part entière ou bien elle fait partie de l'héritage laissé par son défunt époux. On se retrouve après le coin des mamans. Ce que nous souhaitons faire, c'est de mettre en place une stratégie pour avoir plus de parents. On s'est rendu compte que le numérique permet de réunir plus de personnes. Alors, on va essayer de faire des petites capsules sur Zoom. On va essayer de faire des petits directs pour que le parent s'imprègne de la chose, qu'il sache que la base, c'est à la maison, qu'il sache qu'il doit s'impliquer dans le processus de l'enfant. Il doit jouer avec l'enfant, il doit danser avec l'enfant, il doit travailler le mindset de l'enfant pour qu'on ne puisse plus être face à tout ce qu'on voit dans la société aujourd'hui. Pour que quand l'enfant va ouvrir la porte, qu'il puisse discerner le bien de ce qui n'est pas bon. En fait, à travers ce séminaire, nous avons appris tant de choses sur le plan psychologique comme sur le plan pédagogique. Ce séminaire nous a outillé vraiment des stratégies préventives par lesquelles nous pouvons quand même éduquer ou soit accompagner nos enfants dans le sens positif. Et à travers ce séminaire, nous avons appris les différentes étapes du stade de développement neuropsychologique chez l'enfant. Et ce séminaire vraiment a marqué vraiment un pas positif à travers les participants. Et nous souhaiterons davantage pour que les gens continuent à reproduire dans tel séminaire dans l'avenir pour qu'il y ait une éducation meilleure, de qualité et harmonieuse. Dire que les parents ont plus de responsabilités, ils sont même ceux qui ont l'ultime responsabilité. Parce que quand vous faites un enfant, vous ne le faites pas pour les autres. Vous avez fait le choix de le faire ou vous n'avez pas fait le choix de toutes les façons, c'est vous qui faites l'enfant. Et donc, vous avez la charge de conduire cet enfant jusqu'au jour où les forces vous lâchent. C'est les parents qui ont la responsabilité première. Malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, ils ont démissionné, pratiquement.
Lorsqu'ils ont inscrit, ils ont payé une pension, ils estiment qu'ils ont joué le rôle qu'il fallait et ils reviennent vous demander, mon enfant ne sait pas lire, comment ça s'explique? Vous lui apprenez quoi ici? Non. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est le parent qui, à la maison, comme on l'a dit tout à l'heure, doit prendre de son temps. Déjà, on peut demander à l'enfant, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? C'est beaucoup. Désormais, l'enfant sait donc qu'il doit faire un effort de retenir quelque chose parce qu'à la maison, la question l'attend. Vous voyez à quel niveau le parent est le nœud de l'éducation. Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous avons le plaisir d'avoir autour de cette table Léonie Tabi, présidente de l'Association des veuves de Douala 3e, Sylvie Ekobe, consultante juridique, écrivaine, présidente de l'association Agir pour le droit des femmes. C'est bien ça, Sylvie Ekobe. Et on a également le plaisir d'avoir avec nous Armelle Cécile Nguina, expert, analyste genre. On parlait justement, il y a une poussière de secondes avant le coin des moments, de la croyance populaire qui veut qu'à partir d'une dot, la femme soit considérée comme une partie de l'héritage laissé par son défunt époux. Dans nos traditions d'antan, la dot était plutôt un symbole de ralliement de deux familles. Comme le disait Madame voilà, c'était une forme pour le fiancé de reconnaissance pour les soins, pour l'affection, pour l'entretien que ses parents ont eu à donner à sa fiancée. Donc c'était une façon de reconnaître qu'effectivement celle appartient à une famille et que cette famille a pris soin d'elle. Donc c'était juste un symbole pour permettre aussi lors de ces cérémonies que les deux familles puissent se connaître en fait. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on va vers la dérive parce que dans notre société maintenant, la dot est devenue comme une forme d'enrichissement. Les parents, on a l'impression même que les parents vendent à la limite leurs filles. Ce sont comme ça ces derniers qui demandent des sommes faramineuses, des sommes exorbitantes en guise de dot. Et pourtant que la dot, effectivement, ne devrait coûter rien puisqu'il s'agit juste que les deux familles puissent se reconnaître autour peut-être d'un verre ou bien voilà, juste une cérémonie. Mais maintenant... C'était normalement à Kola dans le temps passé. Mais maintenant, les gens cherchent à tout prix à s'enrichir. Ce sont ces derniers-là qui vont demander soit la construction d'une maison, soit une dizaine de porcs. Souvent, certains vont même plus loin, ils demandent 4 à 5 bœufs. Ils vont même voir un fonds de commerce et autres. Une voiture même. Moi, je pense que dès lors qu'on fait le ratio, et c'est ce qu'on a sur le terrain, parce que là, notre association qui fait sur le terrain, ce qu'on a constaté, c'est que dès lors qu'on fait le ratio entre ces personnes-là qui demandent, ou même qui vendent à la limite leurs enfants, et les traitements que ces femmes-là subissent au sein du foyer, on voit que c'est la cause, en fait. Parce que dès lors, quand ces époux, qui sont souvent, le plus souvent, certains sont violents, certains sont méprisants, ce qu'ils disent à leur compagne, c'est quoi? C'est que je t'ai acheté. Et je vais te traiter au prix auquel je t'ai acheté. Ça veut dire que puisque j'ai déboursé une centaine de millions, je ne sais pas, de mille, pour pouvoir t'avoir, ça veut dire que tu deviens une chose. Et au sein du foyer, ces dernières sont traitées comme des choses. Ce sont ces dernières qui n'ont pas droit à la parole. Elles ne peuvent absolument prendre aucune initiative parce qu'en fait, elles sont assimilées à une chose. Et dès lors que vous êtes assimilées à une chose, ça veut dire qu'on vous traite comme vous le méritez. Ce sont ces dernières qui sont le plus souvent font sujet de violence physique, de violence morale, de viol même, parce qu'il y a aussi le phénomène du viol conjugal qu'on ne parle pas trop, qui font l'objet de viol. Et elles n'ont pas de recours, elles ne savent pas où aller. Pourquoi? Parce que dès lors qu'elles veulent eux-mêmes se réfugier, faire des fugues, entre guillemets, pour aller se réfugier au sein de leur famille, ce sont ces parents même qui vont leur mettre dehors et qui vont leur demander, qui vont demander à sa dernière retour. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus, ils sont incapables de rembourser la dot qu'ils ont reçue. Donc c'est la raison pour laquelle l'autre législateur camerounais au code pénal a condamné sévèrement la demande excessive ou l'abus de la dot, qui sont souvent passibles des peines privatives de liberté qui sont assez lourdes. Donc moi, j'interpellais les uns et les autres pour dire que dès lors que vous êtes un jeune fiancé et que vous êtes dans une famille et qu'on vous demande une dot excessive, vous pouvez poursuivre ces derniers. Dans tous les cas, les veuves sont accablées, spoliées de tous leurs biens et commencent malheureusement pour ces dernières un long chemin de croix. Et contrairement à la croyance populaire, en Afrique, 3% des femmes de 15 à 49 ans sont veuves, selon un rapport de 2016 du groupe de la Banque mondiale sur la pauvreté en Afrique. Est-ce qu'on ne sait pas, ou bien ce qu'on a tendance à ne pas voir, c'est que ces veuves sont de plus en plus jeunes. Madame Tabi. Oui, je dirais que ce n'est pas qu'on ne voit pas.
On voit bien. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous, les mamans, nous devons maintenant jouer notre rôle pour que nos filles, nos enfants ne subissent plus. Parce que quand on parle même de la veuve, on voit là l'enfant, quand la maman est torturée, menacée, c'est l'enfant qui est traumatisé. C'est nous, les mamans, qui devons mettre fin à ça. C'est-à-dire que quand on parle de l'approche genre, commençant de la maison, qu'il n'y ait pas de travaux réservés aux garçons, de travaux réservés à la fille, d'éducation réservée aux garçons ou à la fille. Nous devons éduquer nos enfants de la même façon. Quand on parle d'égalité genre, je pense pour moi que c'est ça. Et quand on parle de la complémentarité, c'est aussi ça. Il n'y a pas de sous-être humain. Dieu a pris la peine de nous créer tous. Il nous a donné une intelligence et une sagesse que chacun doit exploiter. Et nous devons respecter l'autre à sa place, tel qu'il est, comme il est et comment Dieu l'a créé. Moi, je me dis qu'à partir du moment où l'être humain, homme surtout, prendra ça en considération, beaucoup de choses vont changer, et à tous les niveaux. Vous parlez là de la nécessité d'accès, de commencer d'abord par l'éducation. Éducation. Du noyau familial. Armelle Nguena. Comme la présidente l'évoque très bien, tout part de la famille, qui est la cellule ou l'unité de base de la société. Et c'est par là qu'en fait, on exprime le concept du genre. Genre signifie homme et femme. Et chaque personne est créée de façon différente. On n'est pas tous les mêmes. On dit souvent qu'une maman accouche des enfants, mais tous ces enfants ne se ressemblent pas ou ne la ressemblent pas. Donc chaque être humain est unique en son genre. Ce qui fait qu'à la maison, la maman ou les parents, les deux parents, parce que ce n'est pas uniquement le rôle de la mère, les parents doivent veiller à ce que les enfants d'abord soient dans un cadre bien, c'est-à-dire du bien-être. Les parents doivent prendre en considération le fait que les enfants soient bien éduqués, suivre les enfants à l'école, c'est-à-dire vérifier les devoirs, est-ce que l'enfant va bien, quand l'enfant a un problème, surtout les causeries avec les enfants, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne causent pas avec leurs enfants, ce qui fait que l'enfant peut avoir des problèmes et a peut-être peur de parler à son père. Il y a des enfants qui subissent des violences, que ce soit à l'école, que ce soit, vous en savez. Donc, les parents ont ce droit-là de veiller à ce que l'épanouissement de l'enfant soit complet. L'épanouissement de l'enfant soit complet. Donc, à la maison, il n'y a pas de travaux réservés aux filles, il n'y a pas de travaux réservés aux garçons. Généralement, on voit même que, par exemple, les cuisiniers, les meilleurs cuisiniers sont des hommes, ce sont les maîtres d'hôtel et tout. Donc, ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire et vice-versa. Maintenant, laisser le libre choix à l'enfant, ne pas imposer à l'enfant ce qu'il ne veut pas faire. Parce que ça, c'est également un problème. Il faut causer avec l'enfant, laisser l'enfant faire ce dans lequel il se sent bien. Sylvie Ekobé, pensez-vous que les choses évolueraient peut-être autrement si les politiques publiques, si on prend le cas du Cameroun, favorisaient ou accordaient aux femmes un accès préférentiel au logement, à la formation et surtout à l'emploi? Moi, je pense qu'effectivement, malgré les différentes associations, les différentes campagnes qu'on essaye de faire sur le terrain, il y a encore beaucoup de choses. Il faudra qu'on soit accompagné par les pouvoirs publics. Dès lors que ces derniers puissent apporter un appui important, vous allez voir que les discriminations que les femmes subissent au quotidien vont pouvoir diminuer. Parce que premièrement, il faut d'abord reconnaître qu'il y a une forme de discrimination, que des femmes sont marginalisées, que les droits des femmes ne sont pas reconnus pour qu'on puisse avancer. Parce que si on ne reconnaît même pas déjà que la femme est un être à part entière, qu'elle a les mêmes droits et les mêmes obligations que son congénère homme, il y aura un problème. Parce que moi, j'ai souvent accompagné les femmes devant des juridictions ou bien devant les commissariats, les unités de police de gendarmerie qui ont subi des violences conjugales, des violences physiques de la part de leurs compagnons. Souvent, certains ont subi des viols. Dès lors que vous arrivez et que vous expliquez, vous avez l'impression qu'ils ne comprennent pas, en fait. Parce que certains vous disent que c'est son mari, il a tous les droits sur elle. Donc, vous voyez qu'il y a encore un problème au niveau même des mentalités. Il faut changer les mentalités. Et les mentalités ne pourront changer que si déjà
à travers les sensibilisations. Et les sensibilisations ne pourront atteindre que leur cible que si déjà l'État s'implique. Parce que si nous, en tant qu'association ou bien personne X ou personne lambda, nous le faisons, on a l'impression que ça ne répercute pas, ça n'a pas trop d'implication. Mais moi, je vous dis que si de temps en temps, et c'est là où moi j'ai un problème avec notre ministère, le ministère des Femmes. Parce qu'en fait, si c'était le ministère des Femmes qui organisait peut-être 4 fois ou 5 fois par an, ou bien dès lors qu'on parlerait peut-être d'une question de viol sur une jeune fille, de violence conjugale, de féminicide, parce que quand vous allumez peut-être vos chaînes de télévision, il ne se passe pas une semaine, 2 semaines sans qu'on enregistre un cas de féminicide. Mais vous n'allez pas avoir un communiqué de notre ministère. Aucun communiqué n'est fait, aucune représaille. Parce que moi, je pense que si, dès lors qu'on enregistrait un cas de féminicide, un cas de violence physique sur une femme, si déjà peut-être notre ministre prenait la parole pour dénoncer ce fait, pour déjà condamner ce fait, moi, je pense que ça devait sensibiliser. Mais si ce ne sont que des associations, moi, d'autres, vous et autres, si nous faisons, on a l'impression que ça n'a pas d'impact. On va se dire que bon, il s'agit juste des bonnes femmes qui veulent se faire, voilà, ça n'a aucun intérêt. Vous allez beau passer, moi, parce que moi, ça fait près de 13 ans que je le fais. Je suis tout le temps avec mon association aux côtés des femmes. Vous n'allez pas vous imaginer, je vous dis, si je vous donne mon téléphone portable, vous allez à la messagerie, je reçois chaque jour que Dieu a créé des plaintes des femmes qui sont violées, des femmes qui sont violées au sein de leur domicile conjugal, des femmes qui sont expulsées par leur époux, des femmes qui se retrouvent en train d'être contraintes à accepter une seconde compagne de leur époux, même si elle a contracté un mariage sous la forme de la monogamie. Donc ça veut dire qu'on dénie son droit même des gens. Des femmes qui sont battues au quotidien, des femmes même également qui n'ont pas droit à l'héritage, donc au cas des veuves. Chaque jour, je reçois des femmes, des messages des femmes. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez apporter une aide juridique, mais ce n'est pas suffisant si déjà l'État même ne reconnaît pas qu'effectivement, il y a un problème au Cameroun. Une autre question, peut-être il faudrait que définitivement on puisse doter le pays de ce fameux code de la famille qui est toujours dans les tiroirs. Voilà, effectivement. À côté du code de la famille, moi je pense que ce qu'on devrait faire à côté du code de la famille, c'est faire des campagnes de sensibilisation ministérielle. Moi je pense que ça aurait plus d'impact. En tout cas, j'argumenterai en parlant des médias. Nous avons des églises, il y a des marchés, et il y a les médias, radio, télévision, qu'on fasse ça comme une sorte de publicité. Hein? Et les gens seront obligés d'écouter et de regarder ce qui se passe, parfois même avec des images de violence à l'appui. Voilà. Dans tous les cas, Léonie Tabi, la présidente de l'association des veuves de Douala 3, pense qu'il faudrait utiliser des images de choc, pourquoi pas, pour faire changer, pour bousculer et faire changer les mentalités. Et je reprends un peu un passage de votre livre coécrit avec Sylvie et Liliane Ekobé, dans la peau d'une femme pour la pleine égalité de genre en droit et en pratique. Lorsque vous bouclez le chapitre consacré aux droits de la veuve en précisant que les femmes doivent se former et s'informer sur leurs droits, on a l'impression, malgré le fait qu'on évolue, que les femmes sont cloisonnées et elles subissent parfois par manque de connaissances. Oui. Bien évidemment, il y a aussi un problème de volonté. Parce que je reviendrai sur les dires de Mme Ekobé tout à l'heure. L'État camerounais s'engage effectivement pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Récemment, en mars, on a eu la campagne de sensibilisation contre les violences sexistes et la promotion de la paix. La délégation régionale de la promotion de la femme et de la famille, Madame la Présidente est au courant. On est passé dans tous les arrondissements et dans tous les départements. C'est-à-dire dans tous les départements de la région du littoral. Peut-être qu'il faudrait multiplier des actions. Oui, il faut multiplier également. C'est juste que ce n'est pas... Oui, effectivement. Et pourquoi pas dans les écoles? Dans les écoles. Oui, on fait des campagnes. Dès la base. On en fait, c'est juste que tout ne peut pas être médiatisé. On a des délégations d'arrondissement qui travaillent sur le terrain. Je prends l'exemple avec Madame la Présidente. Comme la nôtre, hein, effectivement. Vraiment, elle se bat là-dessus. Effectivement. Madame Nana. Voilà, déléguée d'arrondissement de Douala 3e, délégation d'arrondissement de la promotion de la femme et de la famille. On a ces personnes-là qui travaillent ardemment sur le terrain jour et nuit, sauf qu'on ne peut pas travailler et puis vouloir faire montrer à tout le monde qu'on travaille. On fait ce qu'on peut faire à notre niveau, mais vraiment le travail est fait sur le terrain. Léonie Tabi,
Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. On sort de cette émission pour conclure. Quel est le message que vous transmettriez aujourd'hui aux femmes et particulièrement aux jeunes veuves qui vous regardent? Ce que je dirais aux femmes, surtout aux jeunes veuves, surtout qui sont, comme on dit, des veuves légales, de ne pas laisser personne les intimider. Il y a le ministère de la promotion féminine, comme on l'appelle avant, de la femme et de la famille. Il y a les chefs, il y a les gendarmeries, il y a les commissariats. Il y a même des conseillers juridiques, il y a des ONG. Il y a des associations. Qu'elles cessent d'être ignorantes. Effectivement. C'est l'ignorance beaucoup plus et la peur qui fait que la femme subisse, que ce soit dans son foyer, que ce soit dans le veuvage, que ce soit même la femme célibataire. La femme à tous les niveaux souffre. Il faut que ça cesse. Que ça cesse. Merci. Léonie Tabi a parlé. Sylvie Ekobe, merci pour cet essai juridique dans la peau d'une femme pour la pleine égalité de genre en droit et en pratique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et avec ce livre qui nous le tenons comme un livre de chevet désormais, je pense que nous allons aborder beaucoup d'aspects juridiques qui pourront éclairer la lanterne de nos téléspectatrices. Merci. Merci pour le travail de recherche qui est fait. Il faut préciser que cet essai juridique est spécifique au Cameroun particulièrement. Merci pour ce travail, Armelle Nguina. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci. Mesdames, Messieurs, on se donne rendez-vous dans 7 jours. Au revoir. Restez sur Dash News. Coucou les femmes, je suis ravie de vous retrouver. Elles ont fait l'actualité cette semaine. Nouveau report du procès des agresseurs dans l'affaire Marinette Essou. Vous vous rappelez certainement de cette histoire qui a créé un tollé sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Nous sommes à Buea, dans la région du sud-ouest Cameroun. Une jeune femme agressée par 4 autres qui sont aujourd'hui détenues à la prison centrale de Buea. Les 2 parties ont été entendues le 15 juin au tribunal de première instance de la ville et le procès a été renvoyé au 24 juin 2022. Alors que plusieurs pays d'Afrique centrale vont organiser des élections dans les prochains mois, une haute responsable de l'ONU a encouragé mercredi ces pays à consolider les acquis démocratiques en augmentant la participation des femmes et des jeunes. En fait, c'était lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur cette région d'Afrique. La sous-secrétaire générale pour l'Afrique au département des affaires politiques et de consolidation de la paix et des opérations de paix, Martha Apobi, a souligné que dans les prochains mois se tiendra des processus électoraux cruciaux en République démocratique du Congo, en Angola, à Sao Tomé et en Guinée équatoriale, ainsi qu'au Tchad. Voilà. Passons à toute autre chose à présent. C'est le même discours du côté de la ZLECAf. Opérationnelle depuis janvier 2021, la zone de libre-échange continentale africaine est l'un des chantiers les plus ambitieux depuis l'ère des indépendances. Aïssatou Diallo, coordinatrice senior chargée de l'intégration régionale et des PMA du Centre pour le commerce international, appelle à miser sur les petites entreprises, les femmes et la jeunesse du continent. Voilà. C'est ici que se referme ce journal. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre journal au féminin.